Saviez-vous qu'un orphelin vaut aujourd'hui plus de 8 milliards de dollars? L'histoire commence avec un jeune petit garçon âgé de 12 ans perd ses deux parents et se retrouve seul au monde. Pourtant, au lieu d'abandonner, il décide de transformer son destin. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que sa passion allait révolutionner toute une industrie. À force de travail et de détermination, personne n'y croyait, jusqu'à ce que le monde entier en soit témoin. De l'abandon à l'excellence, Hans Wilsdorf, mais avec une passion. L'horlogerie a bâti un empire qui continue aujourd'hui de marquer le temps et son invention vaut plusieurs milliards de dollars. Il fonde Rolex et crée la première montre bracelet étanche de l'histoire. Rolex, ce n'est pas seulement une montre, c'est l'héritage d'un rêve devenu éternel. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler d'où vient ce milliard et comment il a réussi à bâtir toute sa vie. Et si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater des prochaines histoires incroyables. Son histoire remonte à il y a un siècle et a commencé avec un orphelin adolescent dont l'héritage a été volé loin de lui. Avec rien d'autre que son détermination à surmonter ses défis, il s'est enfui de sa ville natale et a déménagé vers un autre pays. Après quelques années de travail, il a décidé de suivre sa passion et a ouvert une entreprise horlogère. Il ne savait pas que cette entreprise, cette aventure, le conduirait à devenir un pionnier de la modernité. Les montres bracelets changent toute son industrie et créent un empire d'1 milliard de dollars. Une série de malheurs. Hans Wilsdorf est né à Kumbach en Allemagne le 22 mars 1881 par les parents Anna et Johann. Daniel Wilsdorf était le deuxième fils de 3 enfants. Sa famille dirigeait une entreprise assez prospère qui était transmise par son grand-père, vendeur produits en fer, en les classant dans la classe moyenne. Malheureusement, sa mère est tombée malade pendant les années suivantes et mourut en 1892. À aggraver les choses un an plus tard, son père mourra aussi, laissant Hans orphelin à l'âge de 12 ans. Maintenant, sous la garde de sa mère frère, son oncle a immédiatement décidé de vendre l'entreprise familiale et d'utiliser une partie de l'argent pour leurs études, les mettant tous les trois dans un joli, prestigieux pensionnat appelé Ernesto Coburg, en Bavière, Allemagne. Hans a détesté cette décision dès le début et est devenu déprimé en vivant dans le nouveau. Hans de la ville était considéré comme un étranger et était souvent taquiné par d'autres garçons parce que de sa religion. Pour traverser son enfance difficile, il a décidé de se concentrer sur l'école. En grandissant, il a compris que même s'il n'aimait pas la décision de ses oncles, c'est devenu un facteur important pour son succès. Nos oncles n'étaient pas indifférents à notre destin. Néanmoins, la façon dont il m'a rendu autonome très tôt dans la vie m'a fait acquérir l'habitude de prendre soin de mes biens et regarder retour. Je crois que c'est à cela qu'une grande partie de mon succès est due. Hans aimait lire des livres et est devenu un étudiant plutôt brillant à l'école. Matières dans lesquelles il excellait particulièrement, c'étaient les mathématiques et les langues, où il a appris le français et l'anglais. Il était toujours curieux de voyage et savait que langue serait très utile, ce qui jouerait éventuellement un grand rôle dans son carrière. Pendant ses études, il s'est lié d'amitié avec un garçon suisse qui lui racontait des histoires de sa ville natale et le Chaux de Fonn, à situé en Suisse, qui était bien connu pour sa longue histoire dans l'industrie horlogère. Et Hans est devenu très intrigué par l'endroit. Tout seul, un jour, Hans en eut assez de la façon de sa vie et a quitté le pensionnat de l'Allemagne. Va s'installer à Genève, en Suisse. À l'âge de 19 ans, il a trouvé un emploi comme apprenti pour une perle internationale, société exportatrice. Cette société était acheter des perles sur différents marchés et les trierait, les classerait et les emballerait pour vente aux bijoutiers. Il a remarqué l'entreprise, je ne créais pas vraiment quelque chose, mais j'étais continu de faire de gros profits. Là, il s'est immergé pour apprendre leurs tactiques commerciales et faisait de bonnes affaires, de l'argent pour son âge. Un jour, Hans a reçu une lettre de son ami qui lui a offert un emploi pour une société appelée Kuono Cortan. Kuono Cortan était l'un des plus grands entreprises horlogères de haute qualité à l'époque et exportait environ 1 million de francs suisses de poche-montres chaque année. Ils ont également produit certains de leurs montres à partir de zéro. Cette entreprise bien connue était basée à Los Angeles, Montra de Fomm, l'endroit qu'il a toujours voulu aller. Même si l'entreprise dans laquelle il se trouvait était déjà travaillée, chez lui était plus bénéfique pour lui. Sa curiosité pour le lieu et la laisse-faire autour des montres étaient plus fortes.
C'est pourquoi, en 1900, il s'installe à l'Échaude. C'est amusant de travailler pour cette entreprise. Il a été embauché comme correspondant anglais et commis. Grâce à sa capacité à écrire et lire l'anglais qu'il a appris en l'école, et était payé avec un salaire mensuel de 80 francs suisses. Il était également responsable du remontage des centaines de montres de poche chaque jour et vérifiant qu'ils étaient exacts. Il a choisi une formidable connaissance de l'horlogerie et j'ai acquis beaucoup de connaissances sur la façon dont tous les types de montres étaient produits. Cependant, son séjour là-bas a été écourté. A dû retourner en Allemagne et servir dans l'armée, après seulement 2 ans à Kuono-Kortan. Après son service, à 22 ans, il déménageait à Londres, en Angleterre, pour travailler pour une autre entreprise de montres de haute qualité. Là, il était responsable d'un plus grand rôle et était désormais en charge de l'augmentation de leurs ventes. Au cours des 2 années où il y est resté et a réussi à trouver plus de clients pour l'entreprise et ont augmenté leurs ventes au fil du temps. À ce moment-là, il pensait déjà à créer sa propre entreprise de montres et apprenait tout ce qu'il pouvait pour approfondir ses connaissances dans son avenir entreprise. Au cours de ces années, il a également rencontré son future épouse, Florence Francis Mecrotti, et se marierait peu de temps après. Wilsdorf et Davis, un jour, Hans était assis dehors avec son beau-frère, beaucoup plus âgé, Alfred James Davis, à parler de la vie et projets pour leur avenir. Hans lui a dit qu'il se sentait confiant assez pour ouvrir sa propre entreprise de montres, mais il avait juste besoin de capital. Alfred avait l'argent et savait comment Hans était passionné par les montres. Malgré son très jeune âge, il a pris une chance sur l'Allemand et lui a dit qu'il va l'aider dans ses affaires aventures et était prêt à investir son argent. Ils se sont serrés la main et 1905, ils fondent la société Wilsdorf et Davis Limited, qui deviendrait éventuellement Rolex quelques années plus tard. Ils se sont associés à une montre suisse, société appelée Hermann Egler, qui était basée en Suisse, et a commencé importation de mouvements de la Suisse pays en Angleterre, les plaçant sous surveillance K. Ils ont également ouvert un bureau à Bienne. La Suisse favorisera son partenariat là peu de temps après. Ils se sont spécialisés dans la distribution de montres à prix abordable. Même si Hans était un amoureux de dot, il y avait une chose importante qu'il trouvait défavorable à propos de la montre: industrie. Montres de poche à l'époque, les montres bracelets étaient principalement portées par les femmes comme bijoux et étaient recherchées, méprisées par certains. La raison étant que ne pas être très précis sur l'heure. Ces montres étaient beaucoup plus petites que montres de poche et se composaient de plus petits mouvements qui feraient régulièrement l'horloge va soit plus vite, soit plus lentement en raison de petits détails dans les mouvements. C'était la principale raison pour laquelle les montres de poche ont été plus populaires à l'époque et étaient considérées comme masculins en raison de sa taille volumineuse. Mais pour Hans, il l'a surtout trouvé peu pratique à utiliser. C'était un peu embêtant pour lui à chaque fois où il a dû mettre sa main dans le poche pour voir l'heure, surtout quand ses mains étaient occupées. Jusqu'alors, on pensait que c'était presque impossible de créer le parfait montre-bracelet, qui pourrait afficher en permanence l'heure exacte et être utilisé au quotidien. Mon opinion personnelle est que la poche, les montres vont presque complètement disparaître et que les montres-bracelets les remplaceront définitivement. Hans Wilsdorf, 1914. Hans a prédit que tôt ou tard, les montres-bracelets allaient être la nouvelle norme pour tout le monde et était pleinement s'est engagé à trouver un moyen de créer le montre-bracelet parfaite. Pour cela, il a passé les prochaines années voyager dans de nombreux pays, partout en Europe, et rencontré d'innombrables horlogers à discuter les petits détails des montres. Pendant ces années-là, il a commencé à sortir son propre montre-bracelet à partir de la même année. Il a fondé son entreprise une montre après un autre qu'il était en train de créer. Une meilleure qualité et fiabilité montre-bracelet pour hommes et femmes, appliquant ce qu'il a appris des autres horlogers de son voyage. Peu de temps après, sa compagnie a commencé à gagner du terrain et en 1908, c'était l'une des meilleures entreprises de l'industrie horlogère en Angleterre. Rolex, à présent. Hans voulait changer le nom de son entreprise à quelque chose de haut de gamme, accrocheur et facile à dire, peu importe la langue. Devait également être courte, donc le nom pourrait facilement s'intégrer dans le cadran de la montre. Il a passé beaucoup de temps à combiner 5 lettres de l'alphabet à venir quelque chose, jusqu'à ce que finalement, Rolex est né. Il a immédiatement su que c'était le parfait 1. Et quelques jours plus tard, il s'est inscrit le nom Rolex comme marque déposée pour Wilsdorf et Davis Limited en 1908. Au cours des années suivantes, Rolex était devenir connu pour sa haute qualité montre-bracelet.
et de nombreuses personnes riches étaient déjà commencé à l'utiliser. Mais ça n'a pas marché prendre longtemps après la Première Guerre mondiale a éclaté, et de nombreuses entreprises, y compris les entreprises horlogères, avaient du mal à rester dans l'entreprise et a même dû fermer ses portes en certains cas. Mais pas Rolex. Cet événement tragique n'a fait qu'aggraver la situation en l'entreprise plus célèbre, en raison de ses montres-bracelets déjà fiables. De nombreux soldats ont reçu des montres Rolex au lieu de montres de poche parce que c'était beaucoup plus facile et plus sûr à utiliser. Cela les a également aidés à mieux coordonner leurs attaques en raison de sa précision à l'heure. À ce moment-là, l'entreprise avait atteint une telle croissance dans la mesure où ils employaient 60 légends en 1914 et avaient un grand bureau ouvert espace à Londres. Pour renforcer leur crédibilité, Rolex avait déjà remporté la toute première montre-bracelet chronomètre suisse, suivie d'un certificat de classe A, précision de l'Observatoire Q de Londres. Cela a rendu la marque plus digne de confiance pour les gens à acheter. Mais tout n'était pas soleil et des arcs-en-ciel pour Hans. En 1914, les Britanniques appliquaient la taxe 33 pour toutes les entreprises immatriculées en Grande-Bretagne qui étaient exportées des marchandises à l'échelle internationale. Frontières, c'est devenu une grande préoccupation pour Hans. Alors, il a déplacé le siège social de son entreprise de Londres à bien la Suisse afin de éviter ces taxes. Une autre raison de son déménagement était que des gens de la Grande-Bretagne, pendant la Première Guerre mondiale, a commencé à ne pas aimer les Allemands, puisque le nom de Hans Wilsdorf était clairement allemand. Et même s'il s'est inscrit Rolex avant qu'il n'utilise encore le nom de Wilsdorf et Davis en Angleterre, qui était méprisé, cela l'a également conduit à changer complètement son nom d'entreprise, de Wilsdorf et Davis, limité à la Rolex Watch Corporation Limited, en 1915. Des années plus tard, Hans s'inscrirait également le célèbre logo de la marque Rolex Couronne 5 étoiles, qui a été mis en œuvre à partir de là sur le cadran de leur montre en 1919. La Rolex Watch Corporation a déménagé son siège social de Bien à Genève, où elle se trouve encore aujourd'hui. À partir de maintenant, l'entreprise se concentre sur fabrication des mouvements de montres en bien et les transporterait à Genève, où ils vérifient soigneusement les mouvements étaient précis et les terminaient avec leur design haut de gamme. Et lancer leurs produits, c'est ici, à Genève, que Hans irait tout avec son équipe pour améliorer la d'innovation technique de la montre-bracelet. Nous devons réussir à fabriquer le boîtier de la montre si serré que nos mouvements seront garantis en permanence contre les dommages causés par la poussière, la transpiration, l'eau, la chaleur et froid. Ce n'est qu'alors que la précision parfaite de la montre Rolex doit être sécurisée. Grâce à sa patience et sa détermination, ça a finalement payé. Et ça a été très rentable. Tant, en 1926, Rolex a sorti son nouveau modèle. Cela changerait à jamais la montre de l'industrie, la Rolex Oyster, la toute première montre-bracelet étanche dans l'histoire. Ce nouveau modèle a été scellé avec un très boîtier étanche, qui offrait une solution optimale protection des petits mouvements de montre à l'intérieur, ce qui le rend imperméable. Hans savait que c'était révolutionnaire, et les gens seraient certainement intéressés par là. Mais il a décidé d'attendre l'occasion parfaite de le présenter au monde d'une manière très créative. L'esprit génial du marketing. En 1927, Hans entendit parler d'une femme de Londres nommée Mercedes Gliska, qui a revendiqué être capable de traverser la mer à la nage, manche un corps de 20,5 milles, l'eau qui séparait l'Angleterre et la France. Les gens ne la croyaient pas. Alors, elle était prête de le refaire devant des milliers de gens. Même si la température de l'eau, il faisait beaucoup plus froid. Hans a vu l'opportunité et a encouragé qu'elle porte une montre Rolex Oyster son cou. Après avoir nagé pendant plus de 10 heures, où elle a été sortie de l'eau, après avoir failli mourir de froid et avoir fait il état environ 4/5 de la largeur de la chaîne, la tâche n'était pas terminée. Succès! Mais la Rolex Oyster est sortie de l'eau en parfait état. Les gens sont devenus fous de la montre et de Hans. Suivi la publicité en mettant une annonce devant le Daily Mail de Londres, journal lié à l'événement, c'est le point où Rolex est devenu renommé international en tant que révolutionnaire montre. Pour alimenter le battage médiatique, Hans a également commercialisé son huître Rolex à l'intérieur des bocaux à poissons avec de vrais poissons sur la voile, affichage de chaque concessionnaire Rolex, pour les gens à voir quand ils passaient. Cette stratégie géniale a fonctionné à merveille et les gens sont devenus accros aux produits. À présent, Hans a décidé de faire beaucoup de publicité sur Rolex.
Donc, en 1928, il a travaillé avec le mannequin britannique de premier plan à l'époque, Evelyn Waugh, pour promouvoir ses montres. Et bien sûr, il y avait des photos d'elle portant sa montre-bracelet dans un bocal à poisson. La publicité ne s'est pas arrêtée là. En 1933, des huîtres Rolex ont été vues dans le journal À Nouveau, liées à un vol au-dessus du mont Everest, dans lequel les membres de l'équipage qui portaient leur Rolex étaient très satisfaits de voir qu'après le vol, leur montre était toujours à 100 fonctionnelle. Un autre exemple fut lorsque le célèbre conducteur Malcolm Campbell a fixé une vitesse record de conduite d'environ 300 miles par heure portant sa Rolex. En 1935, Hans a demandé sa permission pour publier et Malcolm l'a accepté en refusant d'être payé. À ce stade, les gens ont commencé à percevoir Rolex non seulement comme une marque de haute qualité, montre de qualité conçue, mais aussi comme digne de confiance, fiable et technique montre-bracelet que tout le monde peut porter pour utilisation quotidienne. Seul un excellent marketing est nécessaire pour faire une entreprise prospère. Nouveau modèle. Pendant ces périodes, Rolex a continué à fasciner les gens. Lorsqu'ils présentent leur modèle mis à jour, la Rolex Oyster Perpétuelle en 1931, qui fut le premier, toujours étanche et à remontage automatique montre-bracelet. Son modèle précédent de la Rolex Oyster était une grande réussite, mais le défi était qu'il fallait encore souvent remonter manuellement la montre, ce qui s'est plus difficile à cause de son étroitesse, car il fallait dévisser la couronne d'huître d'abord, remonter-le, puis revisser-le à nouveau. Créer cette montre à remontage automatique était un rêve que pendant des siècles les gens ont essayé de réaliser parfait, mais aucun n'a réussi. De 1934 à 1940, Hans a également produit quelques montres de haute qualité en dehors de la société Rolex et l'a déposé sous sa marque non propre, mais il a été abandonné en raison de la haine que les Français, les Britanniques et nous les marchés avaient pour l'Allemagne. Malgré toutes ces réalisations, Hans aurait parfois du mal à se frayer un chemin sur le marché. Et j'ai dû mettre le double effort pour faire d'une entreprise une entreprise prospère à son nom allemand. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Rolex a pris une durement touchée. Il est devenu difficile et coûteux de exporter des produits hors de Suisse vers d'autres grands marchés en Europe. Hans était frustré par la situation et ajoutait à sa malchance une autre tragédie suivie. Sa femme, décédée en 1944. Pour commémorer sa femme, il a créé la fondation Wilsdorf, une œuvre de charité, organisation pour des causes sociales. Quelque chose à mentionner, peu de temps avant à la mort de Han, il a transféré 100% de la propriété de Rolex à la fondation de la Porte de la Volonté, qui possède et contrôle toujours Rolex ce jour. Par conséquent, Rolex ne sera jamais coté en bourse, où ils ne seront pas vendus et ne paieront jamais d'impôts, parce que c'est essentiellement une œuvre de charité. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rolex a commencé à décoller et énormément. À vous donne une idée de ce que Rolex avait vendu en 1946. C'est 50 000 chronomètres Rolex certifiés qu'ils ont commencé à certifier il y a 20 ans. Il y a l'année suivante, en 1947, leur vente atteint leurs 100 000 Rolex certifiés chronomètres, doublant ses ventes de les 2 dernières décennies en une seule année. Son succès a été confirmé par sa nouvelle modèle. Sorti en 1945, le Rolex Datejust, la première montre automatique étanche, montre-bracelet, pour indiquer la date de la mois sur le cadran. Cela a été suivi par un autre modèle révolutionnaire depuis près de 10 ans plus tard, la Rolex Day-Date, la première montre-bracelet étanche et à remontage automatique de ne pas inclure uniquement la date de la mois, mais aussi le jour de la semaine. Ces types de montres sont toujours considérés comme ce jour, qui est souvent la norme pour utilisation normale des montres-bracelets. Au cours des années 50, Rolex a continué à sortir une série de montres innovantes. Les plus légendaires était le Rolex Submariner. Introduit en 1953, c'était le premier montre-bracelet de plongée étanche qui pourrait atteindre 100 mètres de profondeur dans l'océan sans devenir dysfonctionnel. Hans Wilsdorf est décédé en 1960. Après sa mort, Rolex a commencé à s'approcher comme la marque de luxe qu'elle est aujourd'hui. L'entreprise qui concentre ses marketing davantage axés sur l'exclusivité, collection de montres pour les personnes de haut rang,
société qui a travaillé un autre facteur pour considérer qu'en 1985, Rolex a commencé pour fabriquer leurs montres avec du 904L, à acier très résistant et coûteux, devenant la première montre à le faire. Ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il prie cher aujourd'hui. Rolex reste comme la marque de montre la plus reconnaissable du monde. D'un garçon orphelin qui a commencé avec Hans Wilsdorf, n'a rien fait pour lui-même chemin et est responsable du changement de l'industrie horlogère telle que nous la connaissons aujourd'hui. Sa passion pour le design et la technique, l'innovation, l'a placé sur la liste des l'un des hommes les plus influents de l'industrie, et son héritage peuvent être vus aujourd'hui. Chaque personne portant une Rolex. Merci à tous d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer et à la prochaine.